marche, et j'habite à 534 mètres du Rhin très exactement. J'ai vécu plusieurs fois. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, jamais je n'allais en Allemagne, c'est évident. Juste pour dire également, les questions que j'ai posées, c'est que le quartier de la COP, le quartier des Forges, comme on disait, c'est effectivement la continuation de tout l'espace qui est reconquis depuis maintenant environ 30 ans, qui commence depuis le Hagritz, qui continue sur ce qui est maintenant Danube et qui va continuer. Et il y a un vrai défi qui est un défi intellectuel, un défi aussi physique qui n'est pas simple. Mais ne pensez-vous pas, c'est vraiment une question que je pose, que le vrai défi auquel vous êtes confronté, c'est pas de faire que ce quartier, futur quartier de la COP, soit attaché à Strasbourg. Le vrai défi, c'est faire que ce quartier devienne aussi un quartier de Kiel. Et c'est un défi qui est peut-être mental aussi, parce que si nous avions des difficultés en Allemagne, les Allemands aussi avaient des difficultés à venir en France, il faut bien se voir, c'est atténué fortement maintenant les générations de cette réalité. Il y a aussi un défi juridique, un défi technique et un défi, comment dirais-je, administratif qui est extrêmement complexe. Et on le voit encore au quotidien quand vous allez habiter Kiel par exemple. Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a un véritable travail et qu'on évoque assez peu, on évoque assez peu le rapport avec Strasbourg directement qui a été abandonné, mais le rapport avec Kiel, qu'en pensez-vous? Qui répond à cette question? Alain Fontanelle. Je le disais tout à l'heure, évidemment, la perspective, c'est l'intégration urbaine de part et d'autre de la frontière. C'est la logique. Et une des faiblesses économiques, administratives de Strasbourg, c'est la faible densité urbaine de l'autre côté de la frontière. Il y a un déséquilibre entre ce que peut représenter Strasbourg, son agglomération, et la ville de Kiel, et la densité de l'Ortenau. Mais raison supplémentaire pour que cet horizon-là soit nécessairement le nôtre, autour d'une organisation administrative à inventer. On s'appelle Eurométropole, mais c'est une Eurométropole dans une organisation administrative franco-française. Un jour ou l'autre, il faudra pouvoir dépasser cette frontière-là. C'est pour ça que je citais tout à l'heure, l'Eurodistrict est-elle le bon périmètre? Ça, c'est à voir. Madame, vous vouliez intervenir également? On vous passe le micro. Jory Guibéry. Je voulais poser une question à Alexandre Chemetov. En fait, quand je vous écoutais parler, j'avais l'impression que vous ne cherchiez pas à fabriquer un programme pour la COP, mais à créer en fait du désir. Et je voulais repartir sur cette phrase que Stanislas Nordet a dit, sentir la ville avant de la comprendre. Voilà, j'avais l'impression que vous essayiez de lancer des jalons sur essayer de sentir d'abord le quartier pour fabriquer quelque chose qui soit surtout pas fini, mais tout le temps en mouvement. Donc est-ce que vous pourriez développer ça? Peut-être qu'on raconte comment on travaille finalement, parce que moi je travaille avec une équipe de gens qui sont par exemple chargés des réseaux, de l'électricité, de la plomberie, etc. Donc qui mesurent, qui pèsent, qui chiffrent, pour que tout ça prenne une réalité. Donc il faut à la fois être abstrait, être concret. Et ensuite, on travaille avec un maître d'ouvrage, qui est la SPL des deux rives. Donc on est toujours sur les deux rives. Alors c'est les deux rives du Rhin, j'imagine, mais c'est aussi à chaque fois les deux côtés, enfin je ne sais pas. Donc, voilà. Dans l'intitulé, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on est aussi on est dans une co-construction, enfin c'est un dialogue permanent. Et puis il y a un autre dialogue qui est très intéressant, qui est celui qu'on entretient avec Henri Baba, qui s'occupe du grand territoire et nous de la COP. Donc ça c'est aussi très bien qu'il y ait un dialogue comme ça. Et puis il y a le dialogue avec les élus, mon voisin, le maire, les représentants du port, etc. Ça, voilà. Donc on n'est pas dans la... Comment dire? Et en même temps, si vous voulez, c'est toute l'ambiguïté du mot maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'œuvre, ça veut dire qu'il faut maîtriser les choses. Et puis en même temps, il faut qu'il y ait une œuvre, c'est-à-dire qu'il faut préserver quelque chose qui est infiniment plus fragile et qui est de l'ordre justement de la possibilité qu'il y ait une œuvre. C'est-à-dire qu'il faut à la fois la maîtrise, il faut en même temps l'œuvre. Et vous voyez que ça nécessite que dans le dialogue, il y ait toujours les deux choses, quoi. Et
ça reste ouvert, parce que l'interpellation de monsieur qui nous filme avec conscience nous ramène sur cette question-là d'un processus ouvert, quoi. Mais en même temps, il faut s'engager dans ce qu'on fait, chiffrer, peser et pouvoir faire les travaux dans l'enveloppe prévue, dans le temps prévu, et répondre et réinterroger les programmes, si vous voulez, pour pouvoir les faire rentrer à l'intérieur de ces enveloppes. Donc c'est à la fois une sorte de sentiment, et ensuite c'est une construction tout à fait rationnelle, quoi. Et souvent, il ne faut pas se méprendre sur une manière de parler qui peut sembler comme ça un peu poétique ou elliptique. C'est comme le texte de Jean-Luc Nancy. Il est très concret. Il parle de réseau, il parle de tramway, il parle très concrètement de la ville. Et puis en même temps, il en parle, c'est un poème. Mais c'est un poème qui emploie des mots qui sont des mots extrêmement précis, extrêmement concrets, et c'est ça d'ailleurs qui est assez beau. Et la lecture qu'on a donnée Stanislas Nordet était une sorte de lecture objective comme ça. Et donc il faut se tenir là, c'est toujours très compliqué d'être à la fois dans une forme d'enthousiasme et puis en même temps de ne pas tuer une forme de sensibilité et puis de se projeter dans quelque chose qui est réglementé, construit, avec des process si ça se passe mal. Enfin, vous voyez, c'est un métier à risque, quoi. Donc il faut... c'est un véritable engagement. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que c'est là où le mot de désobéissance prend un tour très particulier, parce que c'est une désobéissance dans un monde tellement normé et tellement défini, etc., que c'est une désobéissance qui est un véritable engagement. C'est pour ça que je revenais sur la question de l'engagement. Ça, c'est un engagement, et en tout cas, c'est ma façon de faire de la politique, en étant maître d'œuvre, si vous voulez.